Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à Chalon-sur-Saône dans les anciennes usines Kodak. Kodak, tout un symbole, parce que c'est dans ces usines ici qu'étaient fabriquées les pellicules qui allaient dans le monde entier. Et puis, on est passé de l'analogique au numérique. Un bouleversement, une révolution. Eh bien, c'est peut-être cette révolution que nous sommes tous en train de vivre en ce moment. L'économie digitale, l'usine numérique, 2.0, 3.0, 4.0, l'intelligence artificielle, l'IA. Beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qui se cache derrière ce concept. Sauf ici, on n'est pas dans le concept, on est dans le réel, on est dans le concret, générique. 697 IA, donc une émission en public. Vous intervenez quand vous voulez, il suffit de lever la main. Si les interlocuteurs n'ont pas été trop longs, on a toujours un problème de temps à la télévision, vous savez. Un grand jury, on fera la présentation tout à l'heure, d'accord ? 3 startups qui vont plancher devant vous, elles n'ont que 3 minutes. Mais d'abord, un invité conférencier, pas tout à fait comme les autres. Il s'appelle Michel Pindavoine, il a 63 ans. Je dis son âge parce que 63 ans, ça veut dire qu'il a 30 ans de métier derrière lui. Il a été dans les universités, il est prof actuellement à l'université de Dijon, de l'université de Bourgogne. Il est spécialiste en IA, intelligence artificielle, cofondateur de Humane, on en parlera aussi tout à l'heure. Je vous propose de l'accueillir. Michel, venez nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Un concept très simple, vous dites, si on veut parler de l'IA, du deep learning, de toutes ces choses compliquées, ça a commencé vraiment, on ne va pas faire rapidement l'histoire, en 2012. Tout à fait. En fait, après 30, 40, voire même après-guerre, Deuxième Guerre mondiale, donc de travaux universitaires et un petit peu industriels, donc un nouveau démarrage de l'IA actuelle, donc c'est l'arrivée du deep learning, donc grâce à 2 entreprises mondialement connues, que sont Google d'un côté et Facebook de l'autre. Donc qu'est-ce qui s'est passé en 2012 ? Eh bien, ils ont réussi à démontrer, à partir de travaux donc, de chercheurs éminents, et parmi ceux-là, donc, Yann Lequin, qui est mondialement connu maintenant et qui est Cocorico, un Français d'origine, donc, qui est actuellement directeur donc, de la recherche en IA chez Facebook, donc, ont démontré qu'il était tout à fait possible d'arriver à des capacités de perception visuelle en particulier. On vous avait parlé au départ, donc nous sommes ici donc, historiquement donc, dans le site de Kodak, oui. Donc dans le domaine de l'image, donc ils ont démontré que l'IA donc, était capable donc, d'arriver aux mêmes performances que les perceptions humaines. Mais il fallait d'abord, on va profiter, voir beaucoup de données, beaucoup de data, big data, et en plus, de pouvoir les mettre ensemble, faire un peu de la capacité de machine, il fallait les ordinateurs derrière. Exactement. Alors pour cela, en fait, on parle de deep learning, deep qui veut dire profond, donc un peu à l'image du cerveau, où il y a donc de multitudes donc de petits calculateurs à l'intérieur du cerveau. On parle actuellement, enfin pas actuellement, historiquement, donc au niveau du cerveau, dans le domaine des neurosciences, de plusieurs, on parle de milliers, millions de milliards de neurones à l'intérieur du cerveau, oui. Donc, du cerveau humain. Donc on peut imaginer qu'effectivement, on peut imaginer qu'un neurone est un petit processeur, donc un petit ordinateur. Donc l'idée, c'est d'avoir, si on veut arriver à des capacités comparables, avoir des ordinateurs qui ont cette capacité. Oui. Évidemment, et encore actuellement, il n'est pas possible d'avoir des ordinateurs qui intègrent des milliards de processeurs. Là, actuellement, on parle de milliers, de dizaines de milliers de processeurs grâce aux cartes graphiques qu'on utilise aussi à travers les jeux vidéo. On y revient encore une fois au niveau de l'image. Donc, on a actuellement la capacité, effectivement, d'intégrer dans des très gros ordinateurs, donc dans le cloud, grâce au cloud, donc des capacités de calcul énormes. Donc, grâce à ça, on est capable d'apprendre des milliers, voire des millions donc, d'exemples pour être capable d'arriver à des performances similaires à l'être humain. Je dis donc des milliers d'apprentissages, alors qu'un être humain, et c'est là où justement on a encore beaucoup de parcours, enfin beaucoup de travail à mener à ce niveau-là, c'est qu'un être humain, voire un enfant, vous lui montrez par exemple
un ballon, une raquette, un vélo. Quelques exemples suffiront pour pouvoir généraliser et en toute situation être capable de dire effectivement c'est un vélo, un ballon, etc. Alors que pour Google, il faut des milliers de photos de vélos. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est donc un des états actuels. Donc je dirais que la bonne nouvelle, 2012 et tout ce qui s'est passé depuis, et on a encore perfectionné les algorithmes pour être capable de devenir de plus en plus performants. Actuellement, on est capable de reconnaître des caractères à 100% donc d'exactitude, des signes routiers qu'on rencontre dans la rue quasiment aussi à 100%. On est capable de reconnaître 1000 objets différents, voire des objets dans la jungle, par exemple, ou des animaux donc sauvages un peu particuliers. On est capable d'arriver à des capacités tout à fait remarquables et similaires à l'être humain. Mais encore une fois, donc, on est obligé donc d'apprendre des multitudes d'exemples. Alors que l'être humain, effectivement, est capable de le faire en quelques unités. Alors que donc, si demain on a un réseau de neurones, on n'a plus besoin de big data. Alors, réseau de neurones, si c'est un réseau de neurones qui fonctionne comme la biologie, c'est-à-dire qu'en fait, comme nous, exactement. Actuellement, en fait, c'est une copie. Hein, on parlera, je crois, tout à l'heure de biomimétisme. Oui. On va dire qu'on mime ce que pourrait être finalement l'entrée et la sortie. Ce qui se passe à l'intérieur, eh bien, en fait, on ne fait pas tout à fait la même chose. C'est un peu la même idée que pour un objet volant. Les avions ont fait du biomimétisme par rapport aux oiseaux, oui. Mais que je sache, donc les avions ne volent pas comme ça actuellement. Non. Donc en fait, on a essayé de faire donc, à la méthode des ingénieurs. Et bien là, c'est un peu la même chose. L'idée, c'est de dire, on a des entrées, des images, des sons. On va parler aussi de finance tout à l'heure, par exemple, des données. Donc on parle de data, hein, si on peut employer le terme. Et on va essayer donc de faire un diagnostic sur ces données, ou ces images, ou ces sons. Eh bien, c'est un peu la même idée. Maintenant, ce qu'on met à l'intérieur, je vous dis, donc, est une façon de le faire actuellement, mais l'idée, ça va être effectivement de réduire cette complexité, car on va aller, si on continue comme ça, on va dans le mur. Dans le mur, parce qu'il faut savoir qu'actuellement, donc, ces ordinateurs très puissants, eh bien, sont très consommateurs d'énergie. Évidemment, nous sommes actuellement vers l'idée de diminuer la consommation énergétique. Si on continue comme ça, on va dire à l'horizon 2030, 50% de la consommation électrique mondiale sera dédiée à l'intelligence artificielle. Donc il est urgent de continuer de travailler sur les algorithmes pour effectivement les ramener au plus près du fonctionnement de la nature. Donc vous n'aimez pas les gros ordinateurs, les machines monstrueuses, et ça tombe bien parce que vous dites on va bientôt pouvoir s'en passer. Voilà, on va bientôt pouvoir s'en passer puisque il existe maintenant des nouveaux processeurs qui se rapprochent vraiment du neurone biologique. Le neurone biologique, on va dire en simplifiant, il reçoit une information, donc une image qu'il va transformer en un signal électrique, une odeur à nouveau en signal électrique, etc., et qui va créer une impulsion lorsque cette information devient pertinente. Eh bien, c'est l'assemblage de ces petites impulsions, donc, qui vont devenir des millions de petites informations internes, eh bien, qui sont traitées par des processeurs modernes. Donc, grâce à ça, on est capable maintenant donc, de mettre à l'échelle d'une caméra, à l'échelle d'un microphone, quand on parlera de son, ou à l'échelle directement dans un smartphone, par exemple, sur les accéléromètres, par exemple, eh bien de mettre un petit processeur qui va fonctionner un petit peu comme nous pouvons le faire au niveau de notre cerveau humain. Grâce à ça, au lieu de transmettre des millions et voire des milliards de données à la seconde, eh bien, on va transmettre des informations qui sont déjà digérées. C'est-à-dire que le petit processeur local dans la caméra ou dans le capteur eh bien, va être capable d'envoyer quelques données donc, qui elles seront bien sûr moins consommatrices. Et donc, premier avantage, donc là on va dans le bon sens au niveau donc, vis-à-vis de la planète, mais autre avantage, c'est la sécurisation des données. L'idée est de dire, au lieu de transmettre l'image originale, on ne va transmettre que l'explication de son contenu. Donc évidemment qui va aller aussi dans le bon sens par rapport à ça. Ce que vous dites, mine de rien, c'est révolutionnaire. Vous dites, avec le deep learning, les réseaux de neurones et l'intelligence, on a moins besoin de big data. Big data, on oublie. Plus besoin de grosses machines. Alors, deep learning, on a besoin encore actuellement de beaucoup de données, d'accord ? Donc l'idée, c'est de prendre ce qui est très bien, de très bon sur le deep learning, mais comme on le dit, le deep, c'est donc très profond, très gros, etc. Donc l'idée, c'est de partir de ce qu'on sait bien faire actuellement avec le deep learning, mais justement de diminuer la taille des calculs, donc d'optimiser ces différents algorithmes pour que justement on puisse les intégrer directement au niveau d'un capteur.
L'avenir est plutôt rose. Ah, complètement, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut surtout pas s'arrêter. L'idée, c'est qu'actuellement, et on va le voir encore cet après-midi, donc on est capable de faire des belles applications concrètes. Donc les belles applications concrètes, on les connaît dans le domaine, donc j'en ai parlé, donc par exemple sur la reconnaissance de caractère, sur l'aide à la conduite automobile, on parle du véhicule autonome. On parle aussi de l'industrie, ça j'y tiens beaucoup. L'industrie, pourquoi j'y tiens, c'est qu'effectivement, c'est quand même un des moteurs quand même de l'économie. Donc ici plus qu'ailleurs, et historiquement plus qu'ici qu'ailleurs d'ailleurs. Et l'idée, on parlait des usines 4.0, eh bien c'est d'avoir de l'intelligence artificielle utile pour le développement de l'économie, mais aussi de l'humain qui appartient à cette économie. Je peux faire une petite page de pub. Vous êtes cofondateur de Humane. Tout à fait. C'est ça en gros. C'est un capteur, là c'est une caméra, mais ça pourrait être n'importe quel type de capteur. Son, les odeurs, etc. Et l'intelligence, elle est là, elle est embarquée. Elle est embarquée. Il n'y a plus besoin d'envoyer ça dans le cloud, plus besoin d'un gros ordinateur qui va trier. Le tri se fait là. Le tri se fait là, et en fait l'envoi donc de ce tri, du résultat de ce tri, est envoyé malgré tout donc à distance. On n'envoie que l'information pertinente, ça prend moins de place, moins d'électricité, moins de temps. Exactement. Ben, c'est bien ce que je dis. Vous annoncez la fin du cloud, pas la fin du big data, la fin des grosses machines. Alors, la fin du cloud ou ces grosses machines, je dirais non, parce qu'effectivement, on peut imaginer que ces capteurs vont encore se réduire en taille, d'accord, et que des capteurs comme ceux-ci, où on va en trouver actuellement quelques centaines ici ou là, eh bien, ce soit à l'échelle de l'humanité encore une fois, et on parle de milliards d'objets, on parle des objets connectés, hein, c'est un autre sujet, mais c'est tout à fait lié, et donc ces objets connectés intelligents, donc, vont générer des données qui seront moins massives que celles qu'on peut imaginer à l'origine, mais ces milliards quand même d'objets connectés qui vont transmettre en permanence des informations vont devenir aussi, encore une fois, du big data. Mais c'est à un niveau plus élevé donc, de traitement de l'information. Et concrètement, vous compressez. On compresse énormément, en naturellement. Un signal de 300 kilooctets. Je rappelle que sa spécialité, c'était traitement de signal. Voilà. Alors, quand il y a trop de signaux, il était perdu, il réduisait. Alors 300, c'est un peu ça, hein. Oui, tout à fait. 300 kilooctets, ce que vous évoquez, sauf votre respect. Là, on parle d'images VGA, 300 kilooctets. Donc, c'était des petites images qu'on faisait il y a quelques années, on va dire. D'accord ? Le paléolithique. En le disant poliment. En fait, actuellement, on parle d'images mégapixels, etc. Oui. D'accord ? Eh bien, une image qui fait plusieurs mégapixels, on est capable, donc qui fait plusieurs millions de données, eh bien, on va les ramener à une dizaine de données. Voilà un rapport donc de 1 million. On va dire on a un rapport entre 1 et 5 millions donc, de ratio. Ah oui, ça fait de l'économie quand même. Une économie qui est drastique. Voilà. Et heureusement qu'on fonctionne comme ça. Que ce système doit fonctionner comme ça. Si je ramène ça à l'humain, l'humain reçoit en permanence des milliards de données, de pixels, etc., entend des sons, des odeurs, tout ce que vous voulez. Heureusement qu'on fonctionne comme ça. Et globalement, le cerveau humain, c'est 20 watts de consommation. Et avec 20 watts, on est capable de traiter donc, des milliards de données à la seconde. 2 minutes pour conclure. Et les questions des jurys. Alors, moi, ma conclusion, c'est de dire que, comme on l'a dit en entrée, en introduction, un gap en 2012, donc des grosses évolutions depuis, toute une industrie qui s'est créée autour de l'intelligence artificielle. À noter aussi, nous sommes à Chalon-sur-Saône, Bourgogne, etc., la France. La France devient un acteur très important dans le domaine. Donc des gros efforts ont été faits. Et effectivement, il y a toute une économie industrielle qui se fait, enfin toute une industrie qui est en train de se construire, donc logiciel, informatique, mais aussi au niveau des usages, car ça c'est très important, donc qui est en train de se constituer. Donc là, on est capable déjà avec le deep learning de faire vivre et de faire croître un grand nombre d'entreprises dans le domaine et donc de créer de nombreux emplois. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'effectivement, eh bien, les chercheurs continuent et je suis très confiant pour arriver à des capteurs très intelligents et perfectionnés. Je vais devenir industriel, excusez-moi, je prends la parole souvent, mais donc moins de grosses machines, moins besoin de big data, plus d'intelligence, plus près. Ça veut dire demain, l'IA pour tous ? Alors, effectivement, il y a pour tous, vous voulez dire... Tout le monde pourra avoir un peu d'IA, oui, mais PME, ETI. Ah bah tout à fait, c'est tout à fait à la hauteur. L'idée, c'est que tout à chacun donc, possède maintenant un smartphone. Oui. Eh bien, je dirais que tous ces objets dits intelligents vont être équipés de ce type de technologie, on va dire en natif. Alors, je sens que vous brûlez d'impatience. Sandrine, on ne s'est pas présenté. Bonjour, vous faites quoi vous dans la vie ? Alors moi je suis gérante de la société Imagineering Formation et je suis facilitatrice en projet innovant. J'interviens notamment à l'Université de Bourgogne. Bon, ils vous donnent la pêche ?
Oui, beaucoup. Oui, oui, effectivement, c'est très intéressant de pouvoir partager ces notions. Merci. Mais vous connaissez l'Université de Bourgogne à Dijon? Alors en fait, on a fait l'Université de Bourgogne, ce sont 30 000 étudiants, plusieurs milliers de personnes. Vous n'êtes jamais croisés? Non, c'est la première fois. Trop de monde. Qu'est-ce qui vous inspire? Du coup, ça m'inspire par rapport justement aux étudiants. Vous parlez des emplois qui vont être générés justement par rapport à cette nouvelle industrie. Quels seront finalement les profils dont vous aurez besoin? Alors les profils, c'est évidemment donc, des cultures informatiques, ça c'est sûr. Hein, et donc il y a actuellement toute une discipline, maintenant l'IA fait partie donc des, on va dire pas encore complètement officiellement des programmes, mais en tous les cas tous les enseignements où on touche à l'informatique, il y a une grosse partie qui est liée à l'intelligence artificielle. Donc les masters ingénieurs qui sortent maintenant. Mais les matheux. Alors l'IA c'est très vaste. Justement, c'est à ça que je voulais venir. Vous allez retrouver donc des profils mathématiques, et effectivement, ils sont déjà très présents déjà dans l'analyse de données. Hein, donc c'est ce qu'on appelle les data scientists. Hein, donc, et on les trouve de plus en plus dans le monde industriel au sens large. Et évidemment, les matheux sont très présents dans le domaine de l'IA. On en a un bel exemple qui l'a popularisé, c'est quand même Villani. Hein, donc on parle beaucoup de lui pour d'autres choses en ce moment, mais il ne faut pas oublier que donc il a beaucoup contribué à tout ça, directement et indirectement. Vous avez donc évidemment les informaticiens, les électroniciens, mais aussi j'y tiens, donc tous les gens qui sont dans le domaine des sciences cognitives, qui connaissent très bien le cerveau, en tous les cas qui essayent de le comprendre et d'avancer là-dessus. Et donc c'est le mélange de toutes ces disciplines qui font donc effectivement donc avancer ce domaine-là. Je voudrais donner la parole à tout le monde. Faites plus court dans les réponses, d'accord? Oui. Charles, bonjour. Vous faites quoi vous dans la vie? Bonjour, Charles Basset, donc, je suis responsable de l'incubateur du pôle études-entrepreneurs BILIS de l'Université de Lyon. Ouais. C'est un programme d'accompagnement pour des jeunes entrepreneurs, des étudiants et des jeunes diplômés. Vous en voyez passer beaucoup? On voit passer beaucoup de projets, voilà, des thématiques très variées. Est-ce que ce que dit Michel Van Avoine peut vous être utile? Qu'est-ce que vous en retenez? Alors j'en retiens qu'il y a plein de choses intéressantes. On comprend que l'IA aujourd'hui concerne énormément de domaines, peut concerner beaucoup d'applications industrielles. Je me posais une question suite par exemple aux expérimentations qu'il y a pu y avoir sur des véhicules autonomes et sur lesquels les conclusions n'ont pas été forcément positives. On revient un peu en arrière pour des questions de sécurité. Est-ce que l'IA peut anticiper une situation comme peut le faire l'homme? Quelles sont les réflexions à ce niveau-là? Mais c'est vrai qu'elle est un peu autonome. Oui. Elle n'envoie que des informations pertinentes. La voiture, elle est totalement autonome. Elle est totalement autonome. Alors moi, je vais faire deux réponses, je vais faire très bref. Une première, c'est de dire, effectivement, et c'est tout à fait normal, et moi, c'est vraiment des valeurs que je défends aussi avant tout, il ne faut pas que l'IA et l'informatique au sens large et tous ces systèmes numériques au sens large soient en défaut quand il s'agit de la vie des personnes. Donc la conduite automobile, et évidemment, rentre directement là-dedans. On a eu l'exemple, effectivement, il y a eu une personne qui est décédée et des accidents graves, mais là, je parle donc d'accidents à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. Vous avez des cours. D'accord. Désolé. Donc on n'accepte pas que l'IA, effectivement, soit responsable, et ça, c'est tout à fait normal. Par contre, malheureusement, on accepte qu'en France, il y ait plusieurs milliers de personnes décédées en France. Ça, c'est la première réponse. Deuxième élément à ça, effectivement, les constructeurs sont en train de mettre, sans jeu de mots, un frein sur le développement de tout ça. On va dire, ils ne font pas un frein, mais en tous les cas, ils ne vont pas aller aussi vite qu'ils le pensaient. Par contre, c'est l'aide à la conduite qui, elle, est tout à fait donc, un sujet actuel et réaliste. Et là, l'IA a toute sa place. Ouais. En clair, Michel Van Avoine, vous pensez que la voiture autonome, c'est un produit d'avenir qui restera longtemps un produit d'avenir? Qui restera un produit d'avenir, mais entre-temps, on peut aller vers le véhicule autonome par l'aide à la conduite, le comportement du conducteur, par exemple, l'endormissement du conducteur. L'IA peut aider à ça. Mais la voiture autonome, c'est pas demain. C'est pas, quand on dit demain, pour moi, c'est dans 2 ans. D'accord? Dans 2 ans? Demain, pour moi, c'est 2 ans. Oui. Dans 10 ans, on en parle. Dans 10 ans, on en reparlera. Voilà, tout à fait. Mais j'aime bien qu'on soit précis. On a une deuxième Sandrine. Oui, bonjour. Bonjour. Vous faites quoi, vous, dans la vie? Moi, je travaille chez BSE Électronique. Je suis responsable du développement commercial. Et effectivement... BSE, c'est ceux qui font les petites cartes électroniques? Les cartes, les équipements électroniques complets, oui, effectivement. Et qui a aussi un département R&D. Et vous n'êtes pas en Chine, comme tout le monde? Mais non, on se bat pour la French Fab, monsieur. On défend le Made in France. Et on y arrive. Alors, que vous inspire Michel Van Avoine?
Alors nous, effectivement, on a lancé une expertise justement IA au sein de BSE pour trouver justement le moyen d'analyser nos moyens de test, enfin du moins ce qu'on ressort par les tests et les optimiser et aller beaucoup plus loin justement dans les expertises. Test qualité. Test qualité, test qualité en ingénierie Et également. C'est en cours, c'est en très bonne voie. Effectivement, on a pu déjà ressortir une certaine base, justement, de calcul, de rapport, d'optimisation, surtout à terme. Sandrine, dites-nous la vérité. C'est en retard, ça ne marche pas, ça coûte cher. Où ? En France ? Votre essai de mettre un peu d'IA sur les tests qualité. Ah non, c'est en bonne voie. Hein. On a déjà ressorti pas mal de data. Oui. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir rebondir et d'optimiser au maximum et l'outil de production et les outils de test. Erwan, bonjour. Bonjour. Vous faites quoi, vous, dans la vie ? Alors moi, je travaille chez Savoie, donc je suis directeur de la R&D de l'industrie. Donc Savoie, c'est environ 700 personnes avec les filiales. Et nous, notre métier, c'est d'automatiser les entrepôts logistiques pour les clients qui font de la préparation de commandes, donc soit des e-commerçants, soit des sociétés qui doivent livrer des colis à leur magasin, par exemple. C'est vous, les machines, qui vont chercher le truc directement et le mettre dans le carton ? Tout à fait. Et donc, par rapport à ce qu'a dit Michel, on retrouve exactement, nous, les virages qu'on a pris il y a environ 5 ans. Typiquement, quand on parle d'entrepôt tout automatisé, c'est des milliers de convoyeurs, des milliers de mètres de convoyeurs, c'est des navettes qui se déplacent dans tous les sens, des machines. Et il y a encore 5-10 ans, on avait un gros automate central avec des gros processeurs. Et maintenant, on a des cartes électroniques avec des processeurs et on fait le calcul en local pour justement être capable d'absorber tout ce flux de données, sinon ça devient plus possible. Et il y a de quoi tirer, un data scientist pourrait tirer des informations pertinentes. Tout à fait. Est-ce qu'on peut faire du data mining dans vos infos ? En fait, on peut tout faire. Ce qui est important, c'est d'être en temps réel, être capable de prendre des décisions avec peu de données. Par contre, quand le flux est moins important, là, on peut remonter toutes les informations, on log, et à partir de là, on peut faire du crunch de data. Bonjour, Fabien Humbert, président d'Innobiz, l'incubateur et accélérateur de start-up du Sud-Bourgogne, et président de Kinetti Technologies, une société qui commercialise et fabrique des mobiliers et logiciels interactifs tactiles. Donc très branché sur la profession. Hein. Ouais, plutôt. J'avais une question plutôt du côté universitaire. Je voulais savoir s'il y avait des réflexions qui étaient faites pour former davantage de data scientists, de toutes les personnes qui périclitent autour de l'IA, puisque c'est des métiers qui sont très demandés, on recherche beaucoup de talents et on en manque. Donc je voulais savoir s'il y avait des réflexions qui étaient faites à ce niveau-là du côté de l'université. Et plus généralement, même s'il y avait des réflexions qui étaient faites pour qu'on conserve ces talents en France, plutôt qu'elles aillent développer et déposer des brevets aux États-Unis qu'on ne pourrait plus utiliser en Europe. Ah. Alors, c'est un peu la réponse, la discussion qu'on a eue, l'échange qu'on a eu tout à l'heure. Donc je poursuis. Effectivement, on est encore une fois à un passage actuellement. Donc toutes les universités, écoles d'ingénieurs, en tout cas en France, ont compris qu'il fallait absolument mettre le paquet sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. Donc c'est déjà lancé. D'accord ? Ce qui veut dire que les premiers ingénieurs ou masters sont en train de sortir. Donc pour l'école d'ingénieurs dans laquelle j'enseigne à Dijon, ISIREM, notre première promotion, donc formée à l'IA, est sortie en juillet dernier. D'accord ? Donc là, c'est un exemple. Ce qui se fait à l'Université de Bourgogne, pour évidemment échanger avec tous mes collègues au niveau national, se fait aussi dans toutes les universités françaises et écoles d'ingénieurs. Vous parlez de Lyon, moi je travaille avec mes amis de l'INSA de Lyon, donc il y a une formation au niveau de l'IA qui est poussée aussi de ce côté-là. Donc on va dire que tous les ingénieurs qui sortent actuellement avec la consonance informatique sont déjà... Mais ils sont trop peu nombreux. Alors peut-être trop peu nombreux, ça c'est sûr, effectivement, mais on va dire que on sort actuellement quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'ingénieurs actuellement en informatique en France tous les ans. Donc on va dire qu'on commence quand même à avoir des gens qui peuvent, en tous les cas pour nous, si je raisonne au niveau de l'entreprise que je représente, on a pu effectivement avoir des très bons CV de jeunes qu'on a d'ailleurs pu recruter et qu'effectivement on n'a pas eu trop de difficultés à ce niveau-là. Par contre, que vous êtes obligé de payer beaucoup plus cher parce que sinon ils s'en vont à la concurrence. Exactement, ça c'est un autre problème. Ça c'est le deuxième. Aux États-Unis qui en gros aux alentours de 2020 c'est 400 000 emplois par an autour de l'IA. Ça c'est le deuxième volet. Voilà. Donc là il y a l'attractivité effectivement qu'on n'aura pas sur les salaires que l'on peut payer peut-être en France, mais il y a quand même
moi je le vois par rapport à... Il y a un jeune qui justement a hésité entre partir, alors c'est pas un cas général, encore une fois un cas particulier, hein, qui finalement a beaucoup hésité et qui finalement est venu chez nous. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en Europe actuellement. Mais Michel, vous êtes très pratique, vous avez un pied dans l'académie et un pied dans l'industrie. Et donc le pied gauche dit ouais, c'est à cause de l'académie, et le pied droit dit c'est à cause de l'industrie qui ne recrute pas. Non, moi je dirais que c'est au contraire. Non, l'idée c'est que là il y a effectivement des personnes qui représentent des incubateurs, des entreprises, etc. Et les industriels recrutent. Oui. On va dire que moi j'ai connu, comme vous l'avez rappelé, mon grand âge. Et effectivement, moi j'ai connu l'université où une université, alors qui travaillait avec le monde industriel, c'était vraiment très sale. Excusez-moi le terme. D'accord. Actuellement, on est fortement encouragé pour effectivement faire un lien entre les universités, le monde des écoles d'ingénieurs, etc. et le monde industriel. Alors ça, je parle. Vu de mon côté, je ne sais pas, il faudrait peut-être avoir l'avis des représentants d'entreprise, mais il me semble quand même qu'il y a une ouverture, on ne se sent pas quand même exclu lorsqu'on est industriel à l'université. Complètement. Non, déjà le French Fab Tour, par exemple, a servi à ça. Le French Fab Tour, donc, qui s'est déplacé justement dans de très nombreux départements. Donc nous, on a eu la chance de l'avoir au Creusot au mois de mars, et donc qui a mis en relation justement les institutionnels, les industriels, les étudiants, le corps professoral, et qui permet justement de tisser comme cela en fait un maillage entre tous les domaines. Bon, vous êtes moderne, génial, branché, tout et tout. Est-ce que les mentalités suivent partout ? Je prends un exemple, un type qui avait présenté une caméra embarquée en 2011 au concours d'entreprises innovantes qui a été jetée. C'était vous, hein ? Oui. 2011. Et on vous a dit, ça ne marchera jamais. Non, ce qu'on a dit à l'époque, en 2011, enfin c'était juste avant 2011, c'est que l'intelligence artificielle, ça ne marchait pas. Voilà. Oui. Voilà. Donc, Bon. pas forcément les caméras, mais l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones artificiels, c'était complètement farfelu. Un an après, Google, Facebook arrivent effectivement, comme je l'ai dit au départ, et comme vous l'avez rappelé. Donc effectivement, c'est un bel exemple, ça. Est-ce que nous avons toujours un an de retard ? Non, mais 10 ans. non, je pense. Alors là, sur la partie, la preuve, c'est que là, on a parlé d'Yann Lequin tout à l'heure. Enfin, j'en ai parlé. Oui. Yann Lequin a installé une partie de ses laboratoires à Paris, donc en France. À la demande du président Macron. Hein. À la demande du président Macron, mais aussi Yann Lequin, qui est quand même français d'origine. Oui. Donc, un grand plaisir, effectivement, donc, à venir régulièrement en France. Et diriger une équipe effectivement très dynamique avec des laboratoires et des chercheurs issus du monde des universités. À l'époque, il a dû partir aux États-Unis. Est-ce que le prochain Yann Lequin serait obligé de partir aux États-Unis ? Ça, c'est un autre sujet. Maintenant, ça, c'est effectivement, c'est possible. Maintenant, dans le domaine de l'intelligence artificielle, j'insiste lourdement, hein, excusez-moi, mais il me semble quand même qu'il y a une prise de conscience aussi bien au niveau des académiques, des industriels et des pouvoirs publics pour aller quand même de l'avant là-dessus. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Le temps passe trop vite. Un dernier mot chacun. Qu'est-ce que vous retenez de ce que dit Michel, Moi, si vous voulez ? j'aimerais juste demander s'il y a des éléments de réflexion qui sont faits pour maintenir et conserver, au moins dans les premières années, les étudiants qui sont formés en France et financés donc par la France, pour les conserver au moins quelques années dans leur début de leur cursus professionnel. Oui, mais voilà, moi je vous dis là, alors ça c'est avec ma casquette enseignant-chercheur et aussi industriel encore une fois. Moi je dirais que sur 10 étudiants que je forme, il y en a un qui va partir à l'étranger. D'accord ? Donc il faut quand même. 1 sur 10. C'est 1 sur 10 maximum. Hein, donc il est vrai que de temps en temps, moi j'en ai un que j'ai formé qui est donc, dans le cadre double, donc contrat CIFRE, donc ces thèses. Donc, qui sont faites entre l'industrie et l'université. J'ai fait une première thèse CIF dans le cadre de l'entreprise Human. Ce jeune-là, donc c'est un exemple qui va aller dans votre sens, donc est en Allemagne actuellement. Il n'est pas aux États-Unis, mais il est en Allemagne, d'accord ? Il vit sa vie. Il m'a rappelé récemment, il est sorti il y a 3 ans, donc dans une entreprise allemande qui fait de l'IA. Il voulait changer le boulot et on est en train de discuter effectivement parce qu'il aimerait bien revenir. Alors, on ne sait pas trop, donc pas forcément en Bourgogne, on est en train de regarder, mais justement pour qu'il puisse revenir. Donc j'ai quand même cet espoir. Je suis très optimiste sur tout ça, mais et je répète, l'IA, on a... Dites-lui qu'on engage au Creusot. Alors au Creusot, bien sûr, et moi je connais bien le Creusot pour avoir été enseignant au Creusot. On est bien d'accord. Voilà, et moi j'en étais très content. Et sachez qu'il y a justement une filière ingénieur dans le domaine de la robotique qui va, on espère fortement, fortement ouvrir prochainement. Que BSE soutient. Et que BSE soutient certainement, parce que je n'ai pas trop au courant, mais vision. d'accord, voilà. Oui. Et donc dans laquelle on va retrouver de l'intelligence artificielle.
Donc même au Creusot, on va former. Oui, et quand je bien, dis même, excusez-moi, on se bat pour les Creusotins, avoir- c'est pas bien dit. J'en suis très content, c'est que le Creusot va aussi former des ingénieurs dans ce domaine-là. Merci à tous, on n'a qu'un seul Merci. ennemi, hein. Le temps qui passe trop vite. Merci Sandrine, merci Michel. Le débat s'arrête ici, mais il continue sur 697ia.com. Vous restez fidèles parce qu'il y a sûrement plein de gens qui ont plein de questions à vous poser et le débat va continuer par Internet interposé. Première partie, fin de cette partie, on passe dans un instant à 3 startups qui auront chacune 3 minutes pour vanter, pour vendre leur projet. À tout de suite. Deuxième partie de l'émission, vous connaissez le principe, puisque c'est, je crois, la dernière émission de l'année 2019. 3 startups vont plancher pendant 3 minutes pour convaincre, devant vous, les téléspectateurs. Vous allez devoir choisir la meilleure des 3, et devant vous, membres du jury. Tiens, à ce propos, lors de l'émission précédente, je voulais vous dire que le jury a choisi l'entreprise Revco. Vous savez, le jeune garçon qui se propose de capter le CO2, gaz à effet de serre, à la sortie des machines, des cheminées, des tuyaux et des usines, et de les cryogéniser, moins 143 degrés Celsius, si mes souvenirs sont exacts, pour en faire de la neige ou de la glace carbonique, et la revendre ensuite, parce que le CO2, comme ça a de la valeur. Ça sert par exemple pour faire de la bière, et oui, les bulles, ou bien faire pousser mieux les tomates dans les serres. Qu'est-ce qu'il gagne d'ailleurs, au fait? Erwan. D'abord, il pourrait gagner un prêt d'honneur, mais aussi et surtout l'accès au groupe Galilée et à ses partenaires. Ça représente environ 30 sociétés dans plein de métiers différents, et ce sera vraiment un accélérateur pour eux quant à leur projet de réaliser leur premier prototype. Je crois qu'il ne pouvait pas mieux tomber. Il a besoin d'un prototype qui fait une machine pour 50 000 €. Je crois que le groupe Galilée sait très bien faire Tous des les machines métiers sont couverts, et je pour crois. pas cher. Tout à fait. Je n'oublie pas votre gagnant, celui que vous avez choisi, vous téléspectateurs. Je vous rappelle que vous devez voter toujours sur 697.ia. Votre gagnant, c'est Wintix. Vous savez, la caméra intelligente qui sait repérer à partir d'une simple caméra de surveillance, par exemple sur un carrefour, qui est piéton, qui est mobilette, qui est scooter, qui est voiture, et d'en faire des statistiques très pratiques pour améliorer la vie urbaine. Ça, c'était donc pour l'épisode précédent. Vous l'avez raté? Aucun problème. On vient d'inventer Internet, un truc très pratique pour voir et revoir toutes les émissions. C'est sur YouTube et c'est sur 697ia.com ou .com si vous êtes un peu américain. Voilà, on est reparti. 3 nouvelles startups, 3 jeunes pousses, top chrono. Salut Simon, ça va? Très bien, et toi? Ouais, ça va. Allez, je t'emmène au plateau. Ceux qui ont connu l'ENA ou Sciences Po appellent ça le grand O, le grand oral. La première start-up à plancher devant vous, ça s'appelle Bioxégie. Il s'occupe de biomimétisme. Le garçon qui la représente a fait l'EM Lyon, vous connaissez, Sciences Po. Pas biologie, mais c'était sa passion. Comment joindre la passion? Et c'est Simon. Simon, venez nous rejoindre. Simon Denis-Thénard, bonjour. Président directeur général de Bioxégie. Tout à fait, tout à fait. Biomimétisme. Tout à fait. J'en suis le cofondateur. C'est-à-dire utiliser les merveilles de la nature au profit de l'industrie ou des humains. Pour innover, tout à fait. Vous avez 3 minutes, pas une seconde de plus. Top chrono. Alors la nature, c'est 1,8 million d'espèces connues. C'est 100 millions d'espèces estimées. C'est autant de brevets potentiels. C'est aussi 3,8 milliards d'années de recherche et de développement. Donc, en somme, un gisement de techniques, de fonctions, de propriétés naturelles ultra sophistiquées et qui marchent. Alors je suis venu vous parler de biomimétisme. C'est une approche inédite. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, c'est une méthode d'innovation qui consiste à s'inspirer de ces solutions naturelles pour innover. Alors je suis Simon, l'heureux cofondateur de Bioxégie. Et Bioxégie, sa mission, c'est d'aider les entreprises à repenser leurs produits, l'ensemble de leur chaîne de valeur, en s'inspirant de ce savoir-faire du vivant. La nature, c'est du génie. Elle est performante, elle est compétitive, mais elle est aussi durable, soutenable. Et c'est ce que le biomimétisme nous permet. La nature, c'est un cahier des charges omnipotent, polyvalent. Elle sait transporter, elle sait communiquer, elle sait gérer les ressources, gérer l'énergie. Elle fait de la chimie douce. Elle crée des matériaux résistants, des matériaux légers.
en fait, elle sait tout faire et ça nous permet de travailler avec tous les secteurs d'activité. Alors j'anticipe une de vos questions. Concrètement, que fait Bioxégie? Eh bien, j'ai un cas concret. Tous mes projets sont confidentiels, mais on m'a autorisé à parler de l'un d'entre eux. Un client m'a demandé de travailler sur le nettoyage des caméras des véhicules autonomes. Alors elles s'encrassent vite à cause de la neige, de la pluie, de la boue. Et donc il y a un grand enjeu, un objectif qui consiste à réduire la consommation de liquide de nettoyage, d'eau, mais aussi de repenser un système plus intelligent que le vulgaire gicleur de pare-brise. Et donc grâce à notre réseau d'experts, des biologistes, mais aussi nos bio-ingénieurs en interne, on a repensé et on s'est rendu compte, en fait, que la membrane nictitante, la troisième paupière, de mammifères dans des zones arides, était en fait le meilleur modèle, au niveau des yeux, le meilleur modèle en fait de décrassage. Et donc on s'est inspiré directement de ces membranes pour repenser le système de nettoyage de caméras de ces véhicules autonomes, mais en consommant cette fois-ci 20 fois moins d'eau. Et des projets comme ça, avec d'autres industriels, on en a plein. Alors la raison pour laquelle je suis là cet après-midi, c'est parce que Bioxégie a 1 an et demi. On est 3 associés, mais on est aussi toute une équipe qui est grandie. Mais on a besoin de ressources humaines de plus en plus pertinentes qui nous permettent de développer en fait, le biomimétisme à l'échelle française et aussi à l'échelle internationale. Merci à vous. 2 minutes 52 secondes. Bravo. Bravo, vous tenez parfaitement les cordes. Qui a envie? J'imagine que vous brûlez de questions. Erwan? Concrètement, vous pouvez intervenir sur des projets directement industriels ou on est plutôt sur des projets très amont, très recherche? Ben, en fait, on propose les deux, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois essayer de bien se calibrer en fonction de nos partenaires, de notre client, dont les demandes peuvent être toujours plus spécifiques. Alors, soit notre client cherche de l'innovation complètement disruptive, donc il veut repenser son produit, et c'est le cas de certains d'entre eux, il ne faut pas croire. Dans ce cas-là, on va commencer par une approche de type design thinking, où on va susciter la créativité, essayer de sortir de notre schéma de pensée habituel. Et puis après, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est en fait d'aller jusqu'au prototypage. Donc, dans notre processus en fait, d'innovation, on peut accompagner le client de ces phases de créativité, on suscite l'innovation jusqu'à du vrai concret. Il y a des clients qui vont nous demander simplement de retravailler un point précis d'un produit, et donc là, on va faire de l'innovation incrémentale. Ça va nous prendre évidemment beaucoup de temps, parce qu'on doit se replonger dans leur système R&D. Parfois, ils ont 100 ans d'expérience. On peut travailler avec des grands industriels, donc ils ont 100 ans d'expérience, et donc on doit passer un petit peu de temps pour étudier le produit bien en détail, obtenir beaucoup d'informations et puis après creuser le sujet à travers des études pendant 1 an et demi, 2 ans avec eux. Simon, ils sont 5, il va falloir répondre plus court. Sandrine? Quelle est votre concurrence aujourd'hui? Alors nos concurrents sont principalement des bureaux d'études de type ingénieur, mais qui en fait n'intègrent pas nécessairement la biologie au début de la chaîne de valeur. On est les premiers sur le marché d'un point de vue privé. Okay. Élément différenciateur. Par quel axe contactez-vous vos clients? Est-ce que c'est vous qui allez leur présenter leur offre ou est-ce que c'est eux qui sont venus vous chercher pour ce besoin? On a constaté les deux. En fait, on essaye de communiquer un maximum. Et le biomimétisme a l'avantage, c'est que, mine de rien, et on peut beaucoup communiquer dessus parce que c'est dans l'air du temps, c'est dans les tendances aussi. Et donc, ça attire. Nous, sur les réseaux sociaux, ça attire pas mal de professionnels, d'industriels. Donc, on a forcément qui viennent vers nous. Mais croyez-moi que je passe beaucoup de temps au téléphone, par mail, sur LinkedIn, comme beaucoup de start-upers, pour effectivement toucher les différentes industries. Sandrine? Comment est-ce que vous comptez élargir votre réseau de biologistes? Alors, effectivement, notre réseau de biologistes, c'est un de nos grands atouts. Et donc, en fait, il est international. Des spécialistes de certaines espèces peuvent être dans le monde entier. Donc, en fait, nous, c'est qu'on les repère à travers des publications qu'on trouve assez facilement en ligne. Et puis après, on les contacte via leurs universités, via leurs adresses mail, leur numéro de téléphone. Mais c'est quelque chose qu'on fait aussi au quotidien, parce que ce réseau, on repose dessus. Comment vous répartissez la propriété intellectuelle de ce que vous découvrez pour vos clients et du coup, quel est le modèle économique associé? Alors c'est une vaste question, donc c'est un sujet sur lequel on planche beaucoup avec nos avocats à l'heure actuelle et c'est variable selon les souhaits du client. Aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que l'innovation soit détenue par le client, mais qui nous octroie une licence pour nous éventuellement l'exploiter sur les autres secteurs d'activité. Donc par exemple, on peut avoir une licence dans le domaine automobile qui nous permet de la décliner sur le sur le monde du ferroviaire, de l'aéronautique, si l'innovation est applicable dans d'autres secteurs. Mais vous copiez?
Vous faites que coopter la nature. Vous piquez les infos de la nature. On s'en inspire, mais Est-ce qu'on peut breveter le vivant? Alors non, on ne peut pas breveter le vivant, et ça d'ailleurs, nous on n'y tient pas. Nous, ce qu'on brevette, c'est effectivement le système qu'on va inventer à partir de la nature. Mais effectivement, ce qui est beau, c'est de se dire que justement, cette nature appartient à tous. Et nous, ce qu'on a vocation à faire, c'est essayer de l'universaliser, replacer un petit peu cet homme, l'homme qui s'en est tant détaché au centre de cette nature qui finalement détient en fait tout le savoir. Montaigne disait « nature peut tout et fait tout ». Michel? Le time to market en français, en combien de temps vous pensez arriver entre l'idée R&D jusqu'à un produit opérationnel sur une chaîne de fabrication par exemple? Aujourd'hui, je peux que me fier sur ce qu'on a déjà fait. Et là, on est sur des délais d'à peu près de la vie de la start-up. Donc, il faut compter au moins 1 an et demi. Et là, vous avez donc déjà un produit opérationnel, si on prend les essuie-glaces par exemple, les nettoyeurs de phares par exemple. On a des produits qui sont en cours de développement auprès de nos partenaires industriels. Je peux malheureusement pas en dire beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que vous espérez gagner, à part la notoriété, la gloire, la beauté et une chaleureuse poignée de main? De quoi avez-vous besoin? Alors vous allez peut-être me trouver naïf, mais je ne recherche aucun des éléments que vous m'avez dit. Je suis assez bien convaincu qu'aujourd'hui, on doit repenser notre modèle économique en matière d'innovation. Et je pense que là, la nature nous offre un autre type de paradigme qui, concilié à tout ce qu'on a dit précédemment au cours du débat, peut amener à quelque chose de beaucoup plus louable. Ce qu'on soit bien se dit clairement et en peu de temps. On a encore un peu de temps. Quelles questions auriez-vous aimé qu'on vous pose? Est-ce qu'il y a un élément de bioxégie? Je voulais insister. Il y a une question qu'on me pose et à laquelle j'aime bien répondre parce qu'elle me challenge, c'est est-ce qu'au bout du compte, l'humain réduit son impact sur la nature en utilisant de l'innovation bio-inspirée? Oui. Et j'ai de la chance. Alors, est-ce que l'humain réduit son empreinte? Alors, donc nous, ça fait partie en fait de ce que nous, on prend en compte au cours du processus d'innovation, c'est qu'on va chercher à faire en sorte qu'au bout du compte, ce qu'on a produit avec le client ait un impact plus positif que ce qu'il avait avant. Parce que ça ne sert à rien de faire du biomimétisme comme certains en font, et certains en font magistralement bien techniquement, mais si au bout du compte, on émet plus de CO2 et on consomme plus de ressources. Ce n'est pas notre objectif. Merci Simon, on est dans les temps, on a tout compris. Une question dans le public? Des libellules, des papillons, des requins, des peaux de requins pour faire des maillots de bain ou des ailes d'avion? Il y a plein de choses, plein d'exemples. J'en ai des dizaines dans mon sac. Merci, on va se revoir très bientôt, j'espère. Merci à vous, Jérôme. À bientôt, bravo Simon, merci, bravo. Au revoir. Il est parti? Oui, il est parti. J'ai besoin. Vous allez délibérer après dans le secret du jury. Votre impression à chaud? Un mot. C'est particulier parce que là on est sur de l'accompagnement d'entreprise, c'est différent d'un pur produit. Oui. On est plutôt sur un concept et voilà, sur l'animal. La fourmi par exemple, moi j'avais vu dans la présentation. Et Charles? J'aurais aimé. On est sur une innovation de service d'une certaine manière, accompagner les entreprises dans des choses qu'elles n'ont peut-être pas l'habitude de faire en interne. Sandrine? C'est assez intéressant. Il y a des vraies valeurs, respect de la nature, inspiration, créativité, minimiser l'empreinte de l'homme sur la planète. Il y a des valeurs, hein, plus. Il y a des valeurs, oui. Ouais, moi j'aime les valeurs éco-responsables et le modèle est assez abouti et réfléchi, donc ça permet de véritablement y croire. Oui, on sent de l'éthique. Hein. Ouais, de l'éthique, et puis même dans le modèle, il a réfléchi aussi à la propriété intellectuelle, donc ça permet d'y croire. N'en dites pas trop, hein, parce qu'après vous allez délibérer, puis on a encore d'autres à voir. Michel? Moi je dirais c'est en rupture. Rupture par rapport à l'innovation actuelle dans les entreprises industrielles. Et là, effectivement, ça peut faire vraiment du bruit dans le monde industriel. Bon, n'en dites pas plus, on a encore le deuxième à plancher dans un instant. Léla et Marc, vous êtes prêts? Oui. C'est bon, on est parti pour le grand oral? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Deuxième start-up à plancher devant vous, Expanders. Expanders, c'est une jeune boîte qui a 1 an et demi d'existence, représentée aujourd'hui par 2 représentants. Ella Hartnani, elle a fait les mines, elle a fait un MBA, ensuite elle a fait du conseil chez Ernst & Young pendant des années. Et elle est accompagnée alors de Marc. Lui, le CV n'est pas aussi impressionnant, il se dit autodidacte, ce qui n'est pas vrai. Il a fait 30 ans dans la technologie. Et là, Marc, venez nous rejoindre s'il vous plaît, pour nous présenter Expanders.
J'ai demandé à ce qu'on vous applaudisse pour que la tension monte un peu plus. Normalement, le rythme Super. cardiaque, normalement, s'accélère. Vous avez 3 minutes. 3 minutes pour convaincre. Allez, À vous de jouer. c'est parti. Effectivement, j'ai passé ces 12 dernières années dans le monde du consulting. Certes, au fil des années, j'ai gravi les échelons, mais au fond, je rêvais d'impact, d'entrepreneuriat. Pendant toutes ces années, je voyais des dirigeants de petites, moyennes et grandes entreprises se sentir isolés, notamment pour prendre des décisions stratégiques pour leur entreprise. Et d'ailleurs, selon une étude récente, 50% des dirigeants se sentent isolés et le taux d'échec des PME à 5 ans est de 50% et celui des startups est de 90%. Toutefois, le taux de réussite grimpe à 66% pour les entreprises accompagnées. Notre vision face à ce constat est que la réussite ne doit pas être réservée à une élite. Fin 2017, je décide de lancer Expanders pour réinventer le conseil de haut niveau et le rendre accessible à tous. Expanders est la première plateforme intelligente d'experts dédiée aux décideurs d'aujourd'hui et de demain. Nous connectons senior advisors, des cadres dirigeants, top exécutives, ayant une expérience démontrée, avec des entreprises qui sont en quête de croissance et de conseil, pour quelques heures ou pour un accompagnement régulier. Et nous réinventons ainsi le conseil de haut niveau, 1, en le rendant accessible à tous, et 2, en permettant à des seniors dirigeants de poursuivre leur activité, transmettre leurs talents et avoir de l'impact. Et tout ça grâce à notre technologie propriétaire et unique, Palm, que notre super CTO Marc va nous présenter. Alors effectivement, moi j'ai passé quelques décennies dans le développement et puis les 5 dernières années dans l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, technologiquement, on travaille sur 2 volets. D'un côté, une plateforme de mise en relation et de gestion des missions, et puis une intelligence artificielle. Alors pourquoi une intelligence artificielle? D'abord pour ne pas être la énième plateforme qui soit un catalogue de prestataires. Et surtout, notre techno aujourd'hui nous permet d'automatiser pour nos clients toutes les phases de gestion des missions, définition de la méthodologie, du pricing, et puis surtout le matching avec les experts, alors basé à la fois sur leurs compétences, sur leur expérience, mais aussi sur leur affinité. Alors pour faire ce matching, on utilise une modélisation dans un hyperespace à 35 000 dimensions dans lequel on positionne nos experts et nos missions et on mesure la distance entre eux pour savoir s'ils vont effectivement matcher. Le point clé ici, c'est la compréhension du langage naturel. Donc on a implémenté des réseaux de neurones qui vont nous permettre d'apprendre à lire un CV, de comprendre une personnalité et de comprendre le client et ses besoins. On a ensuite des réseaux de neurones qui font le matching entre les experts et qui apprennent au fil des missions. Et puis le point important, ce qu'apporte l'intelligence artificielle, en fait au-delà d'un matching classique par compétence, c'est d'avoir une vue vraiment holistique sur l'ensemble des facteurs clés de succès et en particulier sur les dimensions humaines. Et justement, notre ambition ne s'arrête pas là. Grâce à nos expanders, donc les vrais humains, nous voulons accompagner les dirigeants des PME, des ETI, dans les régions et dans les territoires pour rompre leur isolement et afin qu'ils puissent garder et développer leur entreprise en France et à l'international. Parfait. Bravo, 3 minutes. Super. Pile poil. Question. Qui commence? Sandrine, Charles Erwan? Eh bien, finalement, l'importance de votre concept, c'est d'avoir un vivier important d'experts. Comment vous les contactez? Comment vous les recrutez? Effectivement, la clé de notre modèle, c'est d'avoir une communauté d'experts qui soit la plus large et la plus qualifiée possible. Nous avons démarré avec une communauté d'experts avec qui nous avons travaillé, qui eux-mêmes ont coopté, parrainé d'autres experts. Et c'est comme ça que la communauté s'est élargie aujourd'hui. Évidemment, avec les objectifs de développement que nous avons, nous allons chercher des experts qui vont compléter des cartographies de compétences qui sont demandées de plus en plus par nos clients. Technologie BAO. Bouche à oreille. Bouche à oreille. Combien vous en avez aujourd'hui? Pardon? Combien vous en avez aujourd'hui? On en a 200 aujourd'hui. Et d'ici la fin de l'année, on va en avoir 300 et pour l'année prochaine, 1000. Puis ensuite, de plus en plus. Sandrine? Quelle catégorie socio-professionnelle? Alors, de manière générale, on les classe selon 3 grandes catégories. La majorité sont des ex-cadres supérieurs, cadres dirigeants, des ex-chefs d'entreprise à la retraite qui ont du temps, de l'énergie et de la volonté. La deuxième catégorie, des chefs d'entreprise ou des cadres en poste qui veulent dédier quelques heures de leur temps. Et puis encore des serial entrepreneurs. Et quel est votre business model? Comment est-ce que vous allez facturer en fait autant à l'heure? C'est une commission sur la prestation de mise en relation entre un client et un expert. Quelles sont les solutions alternatives au final pour vos clients en recherche d'accompagnement et en quoi votre solution apporte-t-elle une réponse plus adaptée?
Je fais une partie de la réponse et je te laisserai répondre sur la deuxième partie. Effectivement, les clients ont d'autres alternatives, évidemment. Hein, c'est le bouche à oreille. Je contacte mon réseau, mais qu'est-ce qui me garantit que la personne qui sera recommandée par le réseau sera la bonne personne? Et puis, effectivement, il y a aussi des marketplaces qui permettent d'avoir un catalogue d'une centaine de profils qui ne sont pas toujours sélectionnés. Nous, on est dans une approche complètement différente. On est la première communauté de cadres dirigeants top exécutifs qu'on a réunis sur une plateforme digitale. On leur apporte pas forcément que des profils, mais une approche et une réponse complète, une méthode, un pricing et un matching. Et puis 3, effectivement, grâce à Palm, ça nous permet de trouver la bonne personne. Marc. Effectivement, aujourd'hui, sur toutes les plateformes, hein, c'est du matching par mots-clés. C'est-à-dire que si je cherche le mot-clé, mais que l'expert a mis un mot-clé un tout petit peu différent, ça ne marche pas. Et ça, c'est l'état général aujourd'hui de l'art sur les plateformes. Nous, ce qu'on fait comme matching, c'est qu'effectivement, l'IA va nous permettre d'aller beaucoup plus loin que ça, de chercher des concepts, voire des méta-concepts qui vont permettre vraiment de comprendre le besoin du client. Si vous avez cherché un expert sur développement international ou sur développement commercial et puis que lui, il dit BizDev, dans une recherche par mots-clés, ça ne marche pas. Avec nos moteurs, ça marche parce qu'on analyse le cran du dessus, le méta-concept qui est du développement commercial. Un petit peu de web sémantique. Vous pouvez me prêter le micro? Juste un instant, parce que je vois dans la salle quelqu'un du public qui rêve de vous poser une question. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Aurélie. Votre concept me fait penser vraiment au monde virtuel et un peu au mythique qu'on peut rencontrer pour faire des rencontres amoureuses. Et vous parliez de mots-clés, vous parliez de mise en relation, mais comment votre concept compense-t-il l'affect, les liens qu'on peut créer dans la vraie vie? Et comment, parce que là, vous parlez de personnes qui cherchent à rompre l'isolement, mais on a aussi besoin de rencontrer des gens qui sont... qui nous correspondent. Donc un simple algorithme ne peut pas forcément tenir compte des affinités entre les personnes. Comment vous le compensez ça dans votre concept? Alors on cherche effectivement à travailler beaucoup sur la personnalité. Dans le consulting et dans le micro-consulting, ça doit aller très vite. Si vous et moi on doit travailler pendant 2 ans ensemble, on va apprendre à se connaître. À la fin ça va marcher. Si on doit travailler qu'une demi-journée, il faut que ça marche vite et bien. Donc effectivement, on va analyser la personnalité, les historiques, ce que vous racontez, ce qu'on connaît de vos missions si vous avez déjà travaillé avec nous, ce que le client exprime comme besoin. Je suis dans l'urgence, je suis dans le stress, tout va bien, j'anticipe, etc. Donc tout ça, c'est des émotions, c'est des sentiments, c'est de la personnalité. Et on va chercher l'expert qui matche le mieux avec cet ensemble qui est, encore une fois, technique, mais l'humain est extrêmement important. Et votre intelligence artificielle permet de calculer l'émotion, l'humain. Ça vous choque quand on vous traite de mythique? Non, pas du tout. Non, Madame Claude, ça vous va? En effet, ça nous fait rire. Bon. Ça nous fait rire, mais effectivement, notre concept, il est en effet basé sur l'humain avant tout. Moi, c'est un constat que j'ai fait pendant des années de consulting, où quand ça ne matche pas humainement, ça ne peut pas matcher sur le papier. Et l'IA matche mieux. Absolument. Comme on fait marier au premier coup d'œil sur M6. Exactement, c'est le concept et c'est une clé de succès vraiment que d'avoir des gens qui travaillent bien ensemble et qui conversent bien ensemble. Bon, il faut qu'on s'arrête là, désolé Michel, mais il faut qu'on s'arrête. Mais le débat continue, hein. Vous serez fidèles aux questions que vont vous poser les internautes sur 697ia.com. Merci à vous deux, on passe au troisième et bonne chance. Merci. Oh ben, je suis désolé, hein, mais vraiment le temps nous manque. Très très vite. Ça vous branche? Oui, énormément. Ça donne envie d'aller sur le site et puis jouer, voir si on peut trouver rapidement des parties. Oui, on a des problèmes pour recruter de toute façon et de surcroît dans des régions comme en Bourgogne. Donc ça peut être vraiment une aide précieuse. Charles? J'ai quand même l'impression que c'est une plateforme de mise en relation de plus. Oui. Après... c'est intéressant d'avoir le regard des dirigeants. Mais... Il y a le facteur humain en plus, disent-ils. Sandrine. Mais je me demande comment ça fonctionne au niveau des données personnelles, parce que garder informatiquement les sentiments, les émotions des gens, enfin, du coup, je sais pas, il manque des infos. Ouais, la présentation semble très professionnelle et moi je sais que pour l'incubateur et l'accélérateur, quand on cherche des compétences particulières, ça pourrait être un outil. Elle a fait des années chez IA, chez Robigan. Moi, j'avais un petit peu, par rapport à vos remarques, on va dire, une question technique sur les données d'apprentissage. Comment ils vérifient leur modèle neuronal? Voilà, c'est plutôt... Mais ça, la réponse, j'aurais peut-être eu. Hein. Quel est le taux de divorce? Par exemple. Non, bon, est-ce que ça matche bien par rapport à un, n'en dites pas plus, un expert humain? Vous allez délibérer dans le secret tout à l'heure. On passe tout de suite à la troisième start-up. Bon,
Christophe et Florian, c'est ça? C'est ça. Bon, bah, c'est votre moment. Je vous emmène au plateau. Allez, parfait. Allez, c'est parti. On y va. Alors l'entreprise s'appelle donc Robancoud. Elle est représentée aujourd'hui par 2 garçons. Le premier s'appelle Christophe, il est nantais et il a fait un master de recherche en IA à Nantes. L'autre, Florian, il est niçois et il est à l'université de Nice. Il a appris un master de finance. La finance et l'IA, on présuppose qu'il y aura peut-être un lien entre les deux. Christophe Remondino, Florian Delamotte, venez nous rejoindre, je vous en prie. Vous avez 3 minutes. Avant qu'on ne commence, je voulais juste dire aux téléspectateurs que j'ai un peu parlé avec eux. Si vous débarquez dans l'IA, si vous n'y connaissez rien, c'est génial ce qu'ils font parce que ça permet d'expliquer ce qu'est le big data, ce qu'est le data mining et ce qu'est le deep learning. Parce qu'ils font de tout ça et c'est très concret, comme d'habitude ici. Pardon, vous avez 3 minutes, top chrono à vous. Donc nous sommes Robancoud, nous développons une intelligence artificielle de trading parfaitement autonome. Donc nous avons acquis plus de 2 ans de données des marchés boursiers à la seconde près. C'est ce qu'on appelle le big data. Ensuite, nous avons qualifié ces données, nous avons traité pour extraire de ces données les données les plus pertinentes. C'est ce qu'on appelle le data mining. Attendez. Vous avez engrangé tout ce qui s'est passé dans les bourses depuis 2 ans, titre par titre, seconde par seconde. Exactement. Ça en fait les infos. Ça fait des millions de données et des gigas et des gigas de données. Ah oui, c'est du big data. Et enfin, lors du trading, par exemple sur un marché baissier, notre intelligence artificielle va reconnaître ce mouvement et calculer que selon les 1000 scénarios qu'elle a déjà traités en amont, elle a 90% de chances de gagner ce trade. Et c'est cela qu'on appelle le deep learning. Elle a appris ce qui se passait en bourse dans tous les scénarios depuis 2 ans, et elle dit, tiens, ça correspond à une histoire que j'ai déjà vue, ça va se terminer comme ça. Pour simplifier, c'est à peu près la vulgarisation. Non, parce que je ne suis pas trader du tout. Je ne connais pas Kerviel, excusez-moi. Pardon. Quant à notre projet, il part d'un constat qui malheureusement n'est pas propre au loup de Wall Street. L'être humain ne peut s'empêcher de se laisser tenter par l'appât du gain au détriment de sa stratégie, et cela au risque de tout perdre. C'est pour cela que Robancoud développe Anna, notre intelligence artificielle de trading, parfaitement autonome, qui va permettre d'améliorer la rentabilité des traders en ayant une haute gestion du risque. Notre vision, c'est d'utiliser cette IA non seulement pour permettre aux traders d'améliorer leur performance, mais aussi pour réorienter une partie des placements spéculatifs vers l'économie réelle. Pour mener à bien notre solution, nous avons donc apporté l'expertise du numérique et du trading. Je suis moi-même trader professionnel, ayant du coup travaillé dans des sociétés et des hedge funds européens, m'ayant permis de devenir un professionnel de la finance et des stratégies financières. Et quant à moi, je suis expert en intelligence artificielle avec un background au sein de l'Université de Nantes. Et de notre complémentarité, nous souhaitons rendre la haute finance à portée de main. Rien à rajouter? Il vous reste 30 secondes. Tout va bien? Non, c'était un peu le début qu'on voulait vous présenter différemment. Mais aujourd'hui, notre idée part d'un constat, c'est que les marchés financiers représentent 29 000 milliards de dollars par an et seulement 4% servent l'économie réelle. Et face à cela, une entreprise sur 2 a des difficultés à se financer. Donc nos visions, elle est simple, c'est de développer l'IA de trading la plus performante du marché pour pouvoir réorienter les investissements spéculatifs vers l'économie réelle en bannissant les instruments non éthiques comme les matières premières agricoles. Et pour faire cet réinvestissement, en fait, dans notre business model, 20% des bénéfices sont réinvestis dans des projets RSE. Charles? Alors, je vais peut-être laisser la parole à Fabien, qui connaît très bien le sujet, je crois. Oui, j'ai été trader pendant une petite dizaine d'années à Londres. Trader pendant 10 ans? Oui, chez Deutsche Bank, on gérait les fonds propres, et chez Gandharapa Capital, un hedge fund de 3,5 milliards, jusqu'en 2006, avant la crise financière. Donc vous avez un pro en face de vous.
Ouais, la première question, parce que des black box, puisque c'est des scénarios, c'est des outils d'algorithme qui existent il y en existe depuis longtemps. J'en utilisais même déjà il y a une vingtaine d'années. En quoi le vôtre est différent et à quelle stratégie d'investissement il s'adapte? En fait, nous, notre première différenciation, c'est justement de permettre que ces black box soient accessibles. Parce qu'aujourd'hui, c'est que les grands comptes, les leaders de la finance qui peuvent se permettre d'acheter IBM, d'avoir des équipes IT en interne. Et si on va jusqu'aux traders indépendants ou des petites sociétés de fonds qui en général n'ont pas de service IT en interne, eh ben, elles n'ont pas les moyens de faire du deep learning et de s'offrir cette technologie-là. Et ensuite, nous, par rapport à des robots ou du machine learning un peu plus classique, nous, notre plus-value, c'est vraiment le deep learning qui est, même si elle est vieille des années 50, aujourd'hui, la vraie révolution, elle est que maintenant. Et ceux qui font vraiment de l'IA, il y en a très peu. Nous, on a créé notre propre architecture neuronale. C'est une architecture neuronale propriétaire, vraiment spécialisée dans les marchés financiers. Et c'est là où est notre vraiment plus-value. Ok. Vous avez le droit à une deuxième question. C'est vous le spécialiste. Il y a un système de protection en cas de flash crash quand ça s'accélère. Attendez, excusez-moi, en français, ça veut dire quoi la question? Parce que nous, on ne comprend pas bien. Quand les marchés s'emballent et qu'il y a soit une erreur de trading, soit que le speed trading se met en branle et casse la machine. Comment vous vous protégez pour que vous n'ayez pas rajouté du bazar? Est-ce que je peux retraduire en français? Quand ça s'affole complètement, parce que les machines, elles achètent toutes, et c'est totalement aléatoire, c'est une bulle, est-ce que ça réagit, votre boîte noire? C'est ça. La force, comme on l'a dit, c'est de pouvoir faire de la gestion de risque au plus haut niveau. Notre intelligence artificielle, c'est pas un simple produit, on lui dit faut acheter maintenant, tu mets tous tes lots à acheter et tu regardes pas où va le marché. Donc déjà derrière, elle s'adapte en temps réel, à la milliseconde près, et lorsqu'elle voit que le marché se retourne, elle arrête d'acheter tout simplement. Et derrière, sur chaque position ouverte, instantanément, il y a, alors d'un point de vue technique on appelle ça un stop loss, mais il y a une couverture qui est mise pour que le risque il soit toujours plafonné au niveau du trade et au niveau du portefeuille. En fait, c'est une gestion de père de famille du spéculateur. Exactement. Pur. C'est ça. Vas-y, Fabien. Le track record, du coup, que vous avez déjà testé, et quels résultats vous avez obtenus jusqu'à présent? Alors, on a 2 ans de backtest, donc du coup, avec les données réelles qu'on a collectées, qui nous donnent des rendements mensuels de 2 à 6%, tout en gardant une gestion du risque maîtrisée. C'est-à-dire qu'on ne va jamais sous les 2-3%. Sur quel indice et sur quelle stratégie? Sur le DAX. Donc le DAX, c'est les indices allemands. DAX 30. Les 30 plus grandes sociétés. C'est l'équivalent du CAC 40 allemand, l'équivalent du CAC 40 en France. Mais c'est bien le rendement à 2 à 6%? Ça dépend de la stratégie, si c'est en absolu ou en relatif par rapport à l'indice. Et ça dépend si vous êtes long short, ça dépend de quelle stratégie d'investissement ça correspond. On travaille en intraday. Donc l'intraday, c'est des positions ouvertes la journée et jamais pour le lendemain. Donc le soir, tout est clôturé. Et avec du long short, des positions longues et courtes des positions simultanées. longues, short. L'avantage, c'est qu'on peut être à l'achat ou à la vente. Et on peut vendre quelque chose qu'on n'a pas encore. Avec effet de levier ou sans effet de levier, vous travaillez? Les brokers aujourd'hui fournissent de l'effet de levier, donc oui, on l'utilise. Mais aujourd'hui, un DAX plein sur les marchés futurs nécessite un capital de 15 000 euros. Vous avez 15 000 euros? Oui, on les a. Aujourd'hui, on a un compte réel qui tourne depuis cet été avec les mêmes performances. Depuis cet été avec les mêmes performances. Y a-t-il d'autres questions? Vous recherchez des fonds? Oui, aujourd'hui, pour faire quoi? On a une double ambition. La première, c'est d'être un leader en intelligence artificielle dans la finance. Donc on travaille déjà avec l'Université de Nantes, parce que moi je viens de l'Université de Nantes, je suis enseignant à l'Université de Nantes. Et le but, c'est de continuer cette collaboration avec l'université et vraiment garder notre lead technologique en deep learning sur les marchés financiers. Et le deuxième, c'est de pouvoir accélérer à l'international. La finance étant mondiale, notre marché est mondial. Et du coup, notre produit s'apprête parfaitement à l'international et on a envie un peu de pousser déjà en Angleterre déjà et puis après les États-Unis. Et quel est le mode de commercialisation finalement pour, j'imagine, donc le particulier ou n'importe qui souhaiterait investir au travers de votre Nous, on s'adresse uniquement aux acteurs de la finance. Donc ça va du trader indépendant, sachant que pour être classifié trader indépendant, il faut avoir au moins 1 an d'expérience de trading. Il y a d'autres critères, mais
pour faire simplifier, c'est cela. Les sociétés de gestion de fonds et les institutions bancaires. Et comment vous vous rémunérez par rapport à ça? C'est un pourcentage. En fait, on va prendre 20% des gains réalisés par notre IA via un abonnement mensuel. Merci. Et on redistribue 20% des bénéfices dans des projets RSE. 20% de vos bénéfices. De nos bénéfices. Moi, le trader professionnel, le spéculateur, je fais ce que je veux de mes gains. Exactement. Oui. On va essayer quand même de vous amener, vous aussi, à participer à cette aventure. Dans le réel, pourquoi pas dans l'industrie? Pourquoi pas n'importe où? Et pourquoi pas en France? Et pourquoi pas en Bourgogne? Et tout à fait. Exactement. Ce seraient des bonnes idées, tiens. Merci. Merci Christophe, merci Florian. Désolé, on est vraiment très court. J'imagine que vous aviez encore 40 milliards de questions auxquelles on ne comprenait pas bien tout, mais ça devait être passionnant. Merci à vous. Je vous en prie. Merci. Regagnez les loges. Bon, dans un instant, vous allez vous réunir pour déterminer quelle est la meilleure des trois. Mais celle-là, rapidement. C'est pas simple pour nous d'apprécier si on est vraiment dans un milieu fermé, en venant de l'industrie, c'est difficile de comprendre quelle est la profondeur technique du dispositif, clairement. Moi, je voudrais savoir dans quelle mesure, en fait, aussi, ils sont garants de l'éthique entre les projets captés et les gains acquis. Oui. Charles? C'est vrai qu'une question un peu sur les valeurs du projet, ce qui les motive, on n'a pas eu le temps forcément d'aborder ces questions, mais ça m'aurait un peu intéressé. On est dans la spéculation, hein, dans le règle. Bien sûr. Des jeunes qui ont des idées, à voir. Ouais. Ouais, l'idée est bonne. Après, la martingale de faire facilement de l'argent avec de l'argent et de l'IA et de l'algorithme, ça fait longtemps que ça existe. Reste à démontrer. Ça me semble un peu court et jeune. Maintenant, il faut plus de preuves. Plus de preuves. Ouais, je pense. Là, pour moi, c'est l'aspect IA Deep Learning qui est effectivement très intéressant, mais c'est la sûreté de fonctionnement. En gros, la question que vous avez posée, qu'est-ce qui se passe si le système s'emballe? Est-ce qu'effectivement, la gestion des risques, quel est le comportement de l'IA par rapport à ça? Parce que l'IA peut devenir folle. Voilà. Merci à vous. Dans un instant, vous allez vous réunir en secret, attendez encore un peu, pour déterminer quelle est la meilleure des trois que nous avons aujourd'hui. Mais vous devez faire la même chose, vous, téléspectateurs, sur 697ia.com. Ça y est, je m'apprends par cœur. Vous devez voter et déterminer quelle est, d'après vous, la meilleure start-up, celle qui doit, normalement, être l'élu, et donc être présélectionné, c'est encore qu'une présélection pour la finale. Venez aussi, pourquoi pas venir nous voir sur place pour la prochaine émission. Venez assister à l'émission à Paris, ça va être le début novembre si vous êtes du côté de Paris. Venez ici si vous êtes du côté de Châlons. Et puis surtout, si vous êtes porteur de projet, où que vous soyez, en France, Navarre, Espagne, Europe, le monde entier, venez ici plancher, qui sait, c'est peut-être le premier pas vers la réussite. Porteur de projet, nous avons besoin de vos projets pour que vous nous racontiez et qu'on vous dise tout ce qu'on en pense. Voilà, on se retrouve dans un mois avec la grande remise des prix. Et puis d'ici là, 697ia.com pour discuter, voter, se retrouver ou présenter des projets. Merci à tous, merci à vous, merci cher public. Je suis désolé, on n'a pas encore eu le temps de vous donner le micro, mais ça viendra la prochaine fois. Plein de gens à dire merci. Il y a un truc formidable qui s'appelle le générique. Pendant le générique, on dit des bêtises et on fait le point. À bientôt, à très bientôt. Ciao. 197 IA. Je recommande. C'était super. Top. J'ai adoré. J'ai bien aimé. Le repas était super. Ouais, très bonne paille là. Excellente, comme à chaque fois. Très honorée d'avoir fait partie de ce jury. C'était très pertinent. Ils sont sympas, ils posent des questions assez intéressantes. C'était super, franchement, c'est hyper intéressant de voir qu'il y a des sujets sur lesquels on se pose même pas de questions au quotidien et qu'il existe des choses comme ça, un peu nouvelles, un peu novatrices, et d'apprendre ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle, parce que finalement on en entend parler, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Donc là, on a un peu l'impression de l'avoir touché un peu du doigt, quoi. Échange de techno, découverte de métiers qu'on ne connaît pas, donc très enrichissant en vrai. Et puis quelques contacts, toujours intéressant. Pas forcément évident de choisir le plus pertinent à la fin ou le plus abouti,
Mais on y est arrivé. Une belle expérience, délirant. Le côté improvisation donne quelque chose, un rendu très dynamique et très spontané dans les échanges, ce qui est très agréable. Un animateur en or. Très belle émission, on est très contents. On a eu des projets très différents et j'ai beaucoup apprécié l'originalité des candidats d'aujourd'hui. Riche expérience, un exercice pas évident, mais on est content de l'avoir fait. Des projets variés, des entrepreneurs passionnés, très impliqués. C'était au top. Toujours un peu stressant avant de rentrer sur le plateau, mais une fois qu'on y est après... La lumière surtout. C'est ça moi, qui m'a impressionné le plus. C'était cool. Non. Le rapprochement entre la technologie de l'IA et l'entrepreneuriat a été effectivement très fructueux. Et j'espère en tout cas que les personnes qui sont venues ici en auront appris un peu plus en tout cas sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Impressionnant. Cool. Génial. Waouh. Fantastique. Oulala. Ouais.